Votre programme moteur, c'est Starter sur Indestar. Starter, on y parle 2 roues, 4 roues et en fait autant de roues qu'on veut pourvu que ce soit motorisé. Votre émission donc moteur comme tous les lundis soirs. Bien le bonsoir si vous venez d'arriver. Aujourd'hui, sujet du jour, on y parle du marché brésilien qui est un marché intéressant non seulement parce que le Brésil c'est un grand pays, c'est quand même 209 millions d'habitants. Attention, pareil, hein. Par rapport à la France, c'est plus. On est combien ? On est 60 millions. Ouais, à peu près, un peu plus. De consommateurs. De consommateurs, évidemment, on a tous la référence. Et donc on achète des voitures. Et là, il y a 209 millions d'habitants qui achètent des voitures. Ça fait pas mal de voitures vendues. Et en plus, ça bouge parce que en 10 ans, les 3 plus grands constructeurs que sont Chevrolet, donc marque américaine, Fiat qui est italien et Volkswagen qui est allemand, sont passés de 70% à moins de 50% de part de marché. Ce qui laisse de la place de plus en plus pour les autres et notamment les constructeurs brésiliens, même s'ils ont quand même, on le verra, une partie assez maigre du marché. On va en reparler. Reste que dans le top 10, on retrouve finalement des classiques, avec number one Chevrolet. Alors quand je dis des classiques, pas en France, parce que chez nous, Chevrolet, certes c'est importé, mais bon, on les voit pas trop. En 2, on a Volkswagen. En 3, on a Fiat. En 4, on a Renault, qui a bien progressé ces dernières années. On verra pourquoi. En 5, on a Ford. 6e Toyota. 7e Hyundai. 8e Jeep. 9e Honda. Et 10e Nissan. Donc on a un petit peu de tout, de l'européen, du japonais, du coréen, de l'américain. On pourrait quand même se demander pourquoi Jeep, par exemple, fait partie du top 10, alors que chez nous et même en Amérique, ils sont loin derrière. En fait, il faut se dire que là-bas, l'état des routes n'est pas du tout le même qu'en France, clairement. C'est-à-dire que quand on est dans la ville, ça va. Après, quand on s'éloigne des villes, on a soit de la route avec des gros trous partout, soit on a carrément plus de route. Donc forcément, j'ai connu ça j'ai voyagé en Thaïlande, il y avait des gros trous sur les routes. C'est un petit peu ça, ouais. Donc il faut forcément un 4x4 quand c'est comme ça. Donc en fait, il y a vraiment 2 marchés qui ressortent. Il y a ceux qui sont en ville, et là le niveau de vie c'est pareil, c'est nettement inférieur aux pays européens. Donc il faut acheter des petites voitures pas chères. Et puis quand tu es à la campagne, là il te faut pas il faut non pas un SUV ni un monospace, il te faut un vrai 4x4 qui aille dans tous les chemins. Donc tu as vraiment d'un côté les vrais tout-terrain et de l'autre côté les petites voitures économiques. Donc c'est pour ça que par exemple la Renegade de chez Jeep est numéro 10 des ventes. Voilà, ça s'explique assez bien. Après, si on analyse, en 9, on a la Polo. Et là, c'est explicable parce que Volkswagen, ils sont là-bas depuis 1953 au Brésil. Donc ça date pas d'hier. Ils ont fabriqué par exemple la coccinelle. Vous savez, la Volkswagen Coccinelle première génération, qu'ils appellent là-bas la Fuchsia. Parce qu'ils ont du mal à prononcer coccinelle. Du coup, ils sont pas fait chier, ils ont fait un dérivé du nom. Disons que ils l'ont rebaptisé Fuchsia. Voilà. Et la première génération de coccinelle a été produite jusqu'au début des années 2000 au Brésil. Donc elle a eu une carrière hyper longue. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est devenue la voiture la plus produite de l'histoire. Chevrolet, c'est pareil, ils sont installés au Brésil depuis 1930. Donc ils sont pas arrivés comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Il y a la Prisma de Chevrolet qui est 8ème. Donc c'est une petite berline avec un coffre. Et ça, c'est pareil, c'est une particularité du marché brésilien qu'on retrouve d'ailleurs sur certains pays comme l'Espagne ou les pays de l'Est. C'est-à-dire qu'autant chez nous, les petites berlines, on est à fond sur ce qu'on appelle les berlines 5 portes à haillons, avec la porte arrière, avec la fameuse banquette que tu plies pour aller chercher tes trucs quand ton haillon il fonctionne plus, n'est-ce pas? Autant là-bas, ils adorent les 4 portes, donc avec la malle à l'arrière, ce qui donne donc un coffre qui est souvent un peu plus grand, mais aussi moins pratique. Mais bon, ils aiment ça, et ça date pas d'hier parce que on verra tout à l'heure quand on parlera de la R5. En France, on avait la R5 en haillon, et par exemple sur le marché espagnol, on avait la R7 qui existait. Donc c'était une R5 avec un coffre à l'arrière. Voilà. C'était réservé au marché espagnol, quoi. C'était bizarre. Alors moi je trouve ça très laid en vrai. On est d'accord. Autant la R5 je la trouve toute mimi, la R7 j'ai l'impression qu'ils ont greffé, tu sais, un escargot, on aurait greffé sa coquille, une deuxième coquille, une caravane derrière, tu vois, ça aurait été bizarre. Mais bon, j'y mets l'escargot avec la caravane. Bref. En 7ème on a la Fiat Strada, donc ça c'est pareil, c'est pas vendu chez nous. C'est un petit pick-up de place qui existe depuis plusieurs générations. La première date de 1998 et là c'est pareil, chez nous les pick-up c'est peanuts, j'ai envie de dire. Là-bas, c'est un énorme marché, sauf que les pick-up sont beaucoup moins gros qu'aux États-Unis parce que déjà d'une, ils ont moins de place, et puis deux, ils ont moins d'argent aussi. Donc ils ont des plus petits pick-up. En 6ème, autre Fiat qu'on n'a pas chez nous, et heureusement parce qu'avec un nom comme ça, elle s'appelle Argo.
la Fiat Argo. Ça serait un petit peu bizarre d'avoir une Fiat Argo en France, mais c'est une petite citadine pas chère, plutôt sympa en vrai au niveau du style. Hein. C'est l'équivalent de la Punto qu'on avait, la Fiat Punto à l'époque. D'accord. Et puis la concurrente, c'est la Gol de Volkswagen. Et j'ai bien dit Gol. J'étais étonné d'ailleurs, moi je me suis relu quand j'ai mis vraiment. Ils ont pas oublié le F. Non mais c'est pour te dire que Volkswagen ils s'embêtent pas avec les noms. Ils se sont dit on va faire une Golf, mais sauf que elle va être plus modeste que la Golf. En fait c'est l'équivalent de la Fox qu'on avait chez nous par un moment. On avait des Fox qui étaient pas terriers d'ailleurs. Hein. Référence à chien. Et du coup on va enlever le F, tu vois, et comme ça on va faire la Golf. Ça va être numéro 1 des ventes. Et ça a été numéro 1 des ventes pendant des années. Alors c'est plus le cas actuellement, mais elle est quand même 6ème. Hein. Tu l'as pas dit, mais à tous les coups c'était une faute de frappe. En fait il y avait plus de F. C'est ça. Le clavier, plus rien sur le clavier. Le clavier fonctionnait plus. C'est pour ça. Moi j'allais dire, t'as pas cité la voiture, la Fiat Palio. La Fiat Palio, non, parce qu'elle est vachement répandue aussi. Alors pendant un moment, et nous on l'a eu en version break. Alors ça c'était à la fin des années 90, début des années 2000. C'était la Fiat Palio Weekend. Alors pourquoi Weekend? Parce qu'il y avait un grand coffre, j'imagine pourquoi. Mais on n'a pas eu la version 5 portes qu'ils avaient là-bas, mais on a eu la version break qui était un petit break économique sympathique, économique on va dire. Et puis ça c'était avant la grande percée de Renault, la suprématie de la Gol au Brésil, parce que il y a quelques temps, on a tous entendu parler, Renault a sorti la Kwid. Au début, ils l'ont sorti en Inde. C'était la fameuse voiture à 3000 € qu'on voulait voir arriver en France, mais en même temps, on se disait que c'était pas possible parce qu'elle avait reçu genre 0 au crash test. Donc c'était la voiture sandwich, quoi. Sans équipement. Et en fait, si on la produisait en France, il aurait fallu au moins qu'elle double les prix. Donc elle aurait été nettement moins intéressante. En même temps, maintenant, on roule en Citroën Ami. Hein, vous savez, l'espèce de petit pot de yaourt électrique là. En même temps, c'est pas considéré comme une voiture, donc ça subit pas les crash tests, donc on n'a pas peur. Tu vois, c'est une merguez roulante, quoi. C'est toi qui l'as dit. Ce qui est sûr, non mais on devrait avoir quand même une évolution de la Kwid en France dans quelques temps, mais une évolution avec tous les équipements etc. et en version électrique. Et là elle aura pourquoi pas un intérêt, elle sera vendue à partir de 15 000 € à peu près, ce qui est déjà une prouesse chez nous de vendre un véhicule électrique aux alentours de 15 000 €. Mais ça aurait pu faire un tabac en thermique, j'en suis sûr, hein, pour tous les petits budgets. Là-bas ça marche bien, donc ils l'ont produite d'abord en Inde et puis ensuite ils l'ont renforcé un petit peu en sécurité, ils l'ont produite au Brésil. Ils l'ont renforcé un peu. Ils l'ont renforcé, parce que les normes de sécurité au Brésil sont un peu moins contraignantes qu'en Europe, mais plus qu'en Inde. Donc ils n'auraient pas pu la vendre direct comme ça en Inde avec 0 crash test. Voilà. Troisième sur le podium, on a la Hyundai HB20. Alors on dirait une formule chimique, hein, le truc, mais en vrai HB ça veut dire Hyundai Brésil. D'accord. Voilà. Et la voiture est plutôt sympathique en vrai, on dirait un peu une Ford K. Qui elle-même est numéro 2, la Ford K. Sauf que là-bas, c'est pareil, ils avaient un problème sur le clavier. Ils avaient plus de A, donc ils ont écrit de la Ford K. Mais en même temps, pourquoi s'embêter avec des lettres supplémentaires qu'on prononce pas, hein. C'est la Ford K avec un K. Et puis enfin, la voiture la plus vendue au Brésil, est-ce que vous la connaissez? La plus vendue? Oui. Alors c'est une citadine. Et j'ai parlé tout à l'heure d'une marque qui était la marque numéro 1. C'est la Gol, je crois. Chevrolet, non. Chez Chevrolet. Chevrolet, marque numéro 1, donc elle se retrouve aussi numéro 1 des ventes. C'est la Onyx, donc ça c'est pareil, c'est pas du tout vendu chez nous. Quand même 241 000 modèles vendus l'année dernière. Hein. En une seule année, donc ça rigole pas. Et ça donne une petite idée aussi du pourquoi Chevrolet s'embête pas par exemple avec le marché européen, où certes ils sont présents chez nous, mais pourquoi en même temps ils vont pas y mettre trop d'argent, parce qu'il y a tellement déjà un boulevard là-bas en termes de possibilités de vente que ils se disent que le marché brésilien ça leur suffit. Maintenant vous allez me dire tout ça c'est bien, il y a plein de modèles qu'on n'a pas chez nous, mais où sont les marques brésiliennes? Parce que là dans tout mon top 10 il n'y a aucune marque spécifique au Brésil. En fait elles existent ces marques, mais elles sont relativement récentes pour la plupart, hein, des années 60 aux années 90 leur apparition, et elles n'ont pas beaucoup de modèles dans leur gamme, donc c'est ce qui explique qu'elles ont une part infime du marché. Je prends Troller par exemple, qui fait dans le tout-terrain avec des copies on va dire d'une Jeep. Ils existent que depuis 95 et en plus ils font un seul modèle, donc forcément faut pas s'attendre à des parts de marché immenses. J'en ai un plus vieux, c'est Agral qui fait dans le pick-up, et là il fait aussi dans le bus, dans le tracteur, et c'est le premier constructeur de camions au Brésil.
Voilà, donc c'est pas forcément des constructeurs de voitures. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que sur les camions, ils ont pas un nom spécifique. En fait, ils sont définis sur leur capacité de charge. Par exemple, le 900, ça va être 900 kg de charge. Et on avait un petit peu ce système-là dans les années 60, notamment avec Citroën sur la 2 chevaux. Vous vous rappelez les 2 chevaux fourgonnettes, c'était les AK. Et on avait les AK genre 450 et les AK 500. Après, ça définissait la charge utile qu'on pouvait prendre à l'arrière. Et puis dans les bus, ils sont assez forts parce qu'ils ont une société qui s'appelle Neobus qui a créé le Méga BRT, qui est juste le plus long bus au monde, en 3 parties. D'ailleurs, impossible d'homologuer en France parce que il est trop long. Beaucoup trop long. Bah nous, on est limité, je crois, à 12 mètres en France en termes de longueur. Ils ont pas de limite. Tu peux faire un bus de 25 mètres, ça marche. Okay. Par contre, il y a une autre marque de bus que vous connaissez peut-être parce qu'elle est exportée. C'est la marque Marco Polo. Oui. Les bus Marco Polo. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Pas du tout. Mais voilà. Il y en a eu à l'export en tout cas. Et contrairement d'ailleurs au Lobini, ça c'est une marque qui a 20 ans et qui fait dans la voiture de sport, d'ailleurs qui a été rachetée par Brax Automobiles. Alors je sais pas si je prononce correctement. Honnêtement, je sais pas si ça existe encore aujourd'hui. J'ai pas trouvé ce qu'ils font. Non, pourtant j'adore le Portugal. Mais si je rajoute un ch à la fin, ça fait un peu raciste. Anecdote marrante, des années 60 aux années 90, ils avaient une marque de voiture de sport qui s'appelait Puma. Ah ouais. C'est marrant parce que là-bas quand ils font du sport, tu vois, c'est pas genre ils ont des baskets, c'est le sport automobile en Puma, tu vois. Ouais. D'accord. Voilà. Donc moi, elle existe plus cette marque auto. Bref, c'est vrai que les marques brésiliennes, ils ont quand même une part maigre du gâteau, mais ils essayent de la développer. Il y en a qui se sont cassés les dents quand même pas mal, notamment des marques internationales comme PSA, Peugeot, Citroën. Autant dans les années 80-90 ils avaient une part importante du marché, autant depuis les années 2000 clairement ils morflent parce qu'ils ont voulu faire un petit peu comme le marché indien ou le marché chinois, c'est-à-dire qu'ils se sont dit ouais, on va recycler les vieux modèles, genre on va vendre des ZX, tu vois. Sauf qu'au bout d'un moment les Brésiliens ils avaient envie de nouveautés, ils avaient envie de voitures modernes, ils avaient plus envie d'une voiture des années 90 qu'on avait recyclée. Donc ça marche plus vraiment. Alors ils ont décidé de nouvelles stratégies. Maintenant ils ont Opel dans leur marque. Ils se sont dit on va envoyer Opel et on va reconquérir le marché brésilien. On verra bien si on les envoie pas au casse-pipe, on verra dans quelques années. Pour moi il faut qu'ils créent vraiment une offre un peu différente comme Renault l'a fait avec sa Kwid où ils ont réussi clairement à percer le marché. Donc on verra ce que ça donne. Voilà. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter. Jolan, t'avais quelques infos d'ailleurs sur le marché brésilien en chiffres, je crois. Juste sur les immatriculations en fait, sur les ventes. Alors en 2005, il faut savoir qu'il y avait 1,3 million de plaques qui ont été vendues. Donc de modèles immatriculés, c'est ça ? De modèles immatriculés, ouais. Et puis ensuite, ils sont passés à 1,93 en 2006, puis à 2,46 en 2007. D'accord, et ça s'arrête en 2007. Et ça s'arrête. Ton internet est resté bloqué en 2007. Mon internet est resté bloqué en 2007. T'étais encore sur 3615 voiture brésilienne, d'accord, ok. Après, j'avais pas d'autres infos après. Salut, moi c'est Chico. Acheté pas cher la voiture. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.